Salut à tous, alors ce nouveau chapitre là des tutos est un peu long, 1 heure, dans lesquels je vous décris les 6 principales façons d'animer vos objets, vos paramètres, vos scènes, comme vous voulez, genre ça, genre ça avec des paramètres pilotés, avec des procédures, avec des expressions plus ou moins mathématiques, qui varie dans le temps, sans créer aucune clé. C'est long, mais on parle d'animation par keyframe, avec des clés que on fait varier les paramètres à la main, des tags d'animation, des animations procédurales, système d'animation par simulation, système d'animation par contrainte, et pour terminer, une partie la plus longue, les expressions avec Xpresso, qui permet de faire des trucs hallucinants. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu rébarbatif quand vous allez le voir, mais ça va éclaircir votre esprit parce que ça va élargir votre créativité. Une fois que vous saurez que ça existe, vous allez vous dire « Ah, oh, ok. Si ça existe, ça veut dire que je vais pouvoir faire ci et ça et ça. » Donc je vous conseille de regarder jusqu'au bout. C'est un petit peu long, mais allez-y. Allez, courage. Et puis indiquez-moi, like, pas like, inscrivez-vous. On va continuer à s'amuser ensemble. Allez, à très vite. Ciao. Merci. Yo, salut les zéros, c'est reparti pour un tour, c'est Big Zero qui vous parle, zéro absolu, il y a toujours quelque chose à apprendre. Nouvelle partie dans ce tuto de débuter en 3D et motion design avec Cinema 4D version 2023, parce que cette version dans son esthétique, dans ses outils, change pas mal par rapport aux versions précédentes. Partie numéro 16, je crois, les différentes façons d'animer en 3D, d'animer des choses, des objets, des trucs, des machins et des bidules. Parce qu'il y a différentes façons. Alors, je me suis fait une liste pour pas oublier. J'en ai trouvé au moins 6, mais il y en a plus que ça. Disons que ce sont dans Cinema 4D 2023 les 6 façons de base. Ce qui fait déjà beaucoup. Alors, première façon que l'on a déjà brièvement vue dans les tutos précédents, ce sont les clés d'animation. C'est-à-dire que on va choisir un paramètre que l'on souhaite animer. Par exemple, si j'ai un cube, là je crée un cube en cliquant là, je vais pouvoir animer ses coordonnées, disons en Y. Okay. Alors cette coordonnée Y, donc je définis la durée de mon animation là en bas. Je peux lui dire donc je vais mettre là en bas, je veux 100 images, voilà. Mon anime fait 100. Si vous n'êtes pas sûr, vous appuyez sur CTRL D et vous indiquez par exemple un project time de 100 images. C'est la durée maximum du projet. On est à 25 images à la seconde, ça me convient. À l'image 0, le cube est au centre. Donc je clique sur le cube, coordonnées, je veux changer sa coordonnée de position en Y. Au début, je veux qu'elle soit 0, donc je clique ici, sur ce petit losange qui devient rouge, ça veut dire que cette coordonnée est enregistrée. Les autres ne sont pas enregistrées, elles existent, enfin elles sont enregistrées mais elles ne changent pas, elles existent. X est à 0, Z est à 0, elles sont là, elles ne changent pas. Maintenant j'avance jusqu'à la fin de mon animation, à 100, et soit je modifie la valeur ici, soit j'utilise l'outil là de déplacement. Je clique sur la flèche verte et je lui dis je veux que tu sois là. Donc je reviens sur le cube coordinate. Donc on est à environ 600 cm. J'aime bien avoir des valeurs précises. Je reclique ici. Donc j'ai enregistré le point qui est là, le point qui se trouve là, à l'image 100, et le logiciel fait le reste. Il déplace l'objet entre les deux modifications de valeurs que je viens de créer à la main. En anglais, on appelle ça du keyframing. On crée des clés d'animation, des clés de valeur à certaines images, et le logiciel s'occupe d'interpoler les valeurs entre les images. On va juste regarder vite fait, parce que c'est pas le sujet ici, mais vite fait le fait que si je reviens au début de l'animation et que je clique sur play, le cube accélère, puis le ralentit.
en arrivant à la fin. Okay. Il accélère, vitesse maximale au milieu, puis il ralentit. Ça, c'est la façon qu'a Cinema 4D d'interpoler les clés par défaut. On peut le changer, on peut lui dire par défaut, tu fais pas ça. Pour une raison simple, c'est que dans la vie réelle, si je prends un objet, par exemple ici j'ai une lampe, quand je prends un objet, si je prends un objet ici à un endroit, quand je le prends et que je le déplace pour le poser ailleurs, quand je le prends, sa vitesse elle est nulle, et quand je commence à le déplacer, j'accélère, et puis si je vais le poser ailleurs, je ralentis pour le poser. Ou alors je ne ralentis pas, mais en tout cas je le prends et j'accélère, et au pire je le lâche, ou au pire je le jette, et j'accélère la vitesse à laquelle il arrive à la destination. Donc par défaut, dans Cinema 4D, maintenant si on va dans le menu Window Timeline F-Curves, voilà, ça nous ouvre une fenêtre et ça sélectionne automatiquement, on va dire, les paramètres sur les paramètres animés de l'objet sélectionné. Là c'est mon cube qui est sélectionné, donc il m'affiche le cube ici, et il m'affiche, grâce à ce bouton F-Curve Mode, il m'affiche les courbes de mouvement. Donc si j'ouvre le petit plus à côté du cube, je vois que dedans il y a une animation qui est la position en Y. Alors là je vois à moitié une courbe, enfin je vois un bout de courbe verte, vert parce que c'est le Y. Si je clique avec le bouton du milieu, Alt, bouton du milieu, je peux déplacer la courbe. Si j'utilise la roulette de la souris haut bas, ça zoome dans ce sens-là. Et si je fais, alors, excusez-moi, si j'appuie sur Alt, comme vous le voyez en bas de l'écran ici, enfin en bas à gauche, Alt, clic droit, et que je déplace la souris de gauche à droite ou de haut en bas, ça zoome. Ok, dans un sens, je zoome, je dézoome, haut, bas, voilà, avec la touche Alt enfoncée. Et ce que je vois ici, c'est simplement la variation de la clé en Y de mon objet, la position en Y, c'est-à-dire dans le cube attribut coordonnées Y ici, on est dans les transformations, transform, P comme position, point Y, c'est la position en Y. Et on voit que la courbe part d'une valeur de 0 jusqu'à une valeur, alors si je mets la souris, il me l'indique 600 cm, et comme vous le voyez, il va commencer doucement, puisque horizontalement, on a le temps, on a les images de 0 à 100, donc doucement, il va se déplacer de 0, il part vers sa valeur finale à l'image 100 qui est de 600 cm, mais il démarre doucement, puis il accélère, puis il ralentit en arrivant. C'est un truc qui se fait par défaut. Maintenant, vous pouvez sélectionner un point et changer ce qu'on appelle ce vecteur de la courbe de Bézier pour lui dire non, je veux que ta vitesse au début soit directement, tu passes d'une vitesse de 0 à la vitesse indiquée par la courbe ici. On peut le voir, peut-être là je vais faire play. Voilà. Il part de 0 et il se met à avancer et il a instantanément une vitesse. Ce qui dans la réalité n'existe pas vraiment. Pas vraiment. Il y a des cas où ça existe, la vitesse de la lumière. La lumière, les photons, les électrons, etc. Quoique, même les électrons, si vous, justement, zéro absolu, si vous placez des atomes à une température du zéro absolu, a priori, les électrons qui sont pas vraiment des éléments, hein, qui sont des ondes d'énergie, se stabilisent et arrêtent d'exister. Elles se mettent au point mort. Donc là, on a créé deux clés.
et l'objet se déplace et puis il ralentit à la fin. Alors, si je veux qu'il ralentisse encore plus, je clique sur cette clé, j'accentue ce vecteur là. Alors, je peux le contraindre en appuyant sur la touche CTRL pour rester horizontal, ou pas, peu importe. Je peux même lui dire, tu sais quoi, tu vas avancer, tu vas monter un petit peu au-dessus de 600 pour y revenir. Et si on regarde l'anime, hop, il monte, il dépasse 600 et il revient un peu en arrière pour venir à 600. Il monte, il dépasse, il revient. Ça, c'est des animations par clé d'animation. On place des clés à la main dans le temps. Et si on se dit finalement, je veux que ça aille plus vite et je veux qu'il ait fini à l'image 50, je déplace cette clé là. Je veux qu'il fasse une sorte de rebond. Hop, c'est parti. Voilà. Et comme vous le voyez sur la courbe, il monte et puis d'un coup il arrive, tac, et il s'arrête net à 600. Ça, ce sont les clés d'animation. Vous pouvez utiliser ces clés d'animation partout où les paramètres sont animables. Partout, ça veut dire des mouvements de caméra, des mouvements de groupe d'objets, modifiés par exemple, puisqu'il s'agit ici d'un objet paramétrique et qu'on peut changer sa taille par exemple sur X ou Y, si vous avez le petit bouton avec le losange, vous pouvez créer des clés d'animation où vous voulez. Là par exemple, j'avance image 50, j'arrive là, je dis, tu sais quoi, ta size, la taille du cube en Y, c'est 200 ici, et ensuite à l'image 75, ta taille, ça va être 481, je crée une clé, je retourne maintenant, si je veux, dans le menu Window, Timeline Curves, et en plus de la position en Y, maintenant j'ai Size en Y, j'ai la taille en Y. Je peux zoomer sur la courbe, et on va le voir, il va faire simplement ce que je lui ai dit. Voilà, il change de taille. Donc on peut créer des clés comme ça, mais alors partout, 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 partout. Donc ça c'est la première méthode pour créer des animations, c'est de créer ce qu'on appelle des images clés, des valeurs clés, keyframes, des clés sur des images. Voilà, et les valeurs sont interpolées entre les clés. C'est le logiciel de 3D qui s'occupe de faire varier la valeur. On lui a dit la valeur de début, la valeur de fin, le nombre d'images, tu te débrouilles avec la courbe que je te donne pour calculer les valeurs intermédiaires. L'autre façon, c'est d'utiliser des tags qui sont des fonctions que l'on ajoute aux différents objets, que ce soit des objets visibles, géométriques ici comme un cube, mais ça peut être une lumière, une caméra ou autre. On dispose d'un certain nombre de tags. Attendez, je vais juste aller là dans Icon Size, voilà, Large Icons. Je vais agrandir également cette zone-là. Vous avez un tag par défaut quand vous créez des objets paramétriques qui est le Fong. C'est un tag de lissage. Pour l'instant, on n'en parle pas. On le verra plus tard. Donc je resélectionne mon cube. Dans les tags ici, ou clic droit, sur le nom du cube là, vous avez Animation Tags. Donc là, vous avez des tags pour créer des différents types d'animations qui sont des modifications de type procédural en fait, mais qui sont pré-programmées. Si je prends par exemple celui d'en bas qui est le Vibrate, j'ai un petit tag qui apparaît ici et j'ai les paramètres que je peux éditer là en bas dans les attributs. Ici dans ce tag, on a la possibilité de faire varier la position, l'échelle ou la rotation. On va jouer avec la position. Si je l'active, j'ai une amplitude sur la position en X, ici. J'ai une amplitude sur la position en Y et en Z. Alors je vais laisser Y et Z à 0 et on a une fréquence. J'ai simplement ajouté ce tag qui s'appelle Vibrate Expression. Et maintenant si je fais play, l'objet bouge
sur son axe X. Alors si je change la fréquence et que je mets 0,5 au lieu de 2, il va bouger moins vite. D'une façon un petit peu aléatoire. Enfin, pas un petit peu, d'une façon aléatoire. Je vais augmenter le nombre d'images ici. Je vais passer là en bas à 200. Comme ça, on a une séquence d'animation qui est plus longue. Si j'augmente l'amplitude jusqu'à 1155, l'objet va avoir des mouvements aléatoires entre moins et plus 1155. Si je vais sur le cube dans sa section Coordinates et que je regarde sa valeur de X et que je joue mon animation, on voit la valeur qui change. Alors pour le coup, je vous ai dit une bêtise, sur le tag là, c'est pas moins 1155 ou plus 1155, c'est plus ou moins 1155, ce qui fait que si vous lui dites l'amplitude maximum c'est de 1000, il va aller au maximum à plus 500 et au minimum à moins 500. Vous pouvez faire la même chose avec l'échelle ou la rotation. Par exemple, la rotation sur l'axe des X, je vais lui dire rotation maximum 360, ça veut dire 181 degrés en X en plus ou en moins. Donc si je mets 2 fois 360, ça fait 720 si je ne me trompe pas, fréquence 0.6, et que je joue mon anime, l'objet se déplace parce qu'il y a le script là qui lui permet de se déplacer, enfin qui le force à se déplacer en X d'une façon aléatoire avec une certaine fréquence et de changer sa rotation. Ok, on a une fonction qui est intéressante dans ce mode. Donc là c'est un tag. Donc on a différents tags qu'on peut ajouter, qui se trouvent à différents endroits dans les simulations, dans d'autres types de simulations, dans les animation tags. Donc il y a un tas de tags qui permettent de faire des animations, et vous allez pouvoir en trouver dans certaines extensions que vous allez pouvoir ajouter à Cinema 4D. Juste une petite fonction intéressante, alors qui n'existe pas dans la rotation, mais qui existe là, enfin, qui n'est pas défini soit pour la position, soit pour l'échelle, soit pour la rotation, c'est le Regular Pulse. Le Regular Pulse va vous permettre d'obtenir un cycle. C'est-à-dire qu'il va aller d'une valeur minimum à une valeur maximum. Et il va le faire en cycle. Ok, là je pense que c'est tout à fait visible. Et il le fait... Alors si je désactive la rotation, vous allez voir qu'il se déplace, hop, 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 hop. C'est une fonction sinusoïdale. Il va aller au plus loin, alors on peut regarder les valeurs ici, regardez, au plus loin, là on est presque à 1000, donc à une image clé près, voilà. Il va au plus loin à moins 1000, d'un côté, et il va au plus loin, on va dire, ici, à plus 998. Donc bon, vu qu'il fait des extrapolations, on est entre deux images où normalement il va jusqu'à 1000. Et sur ce tag, si on ajoute le Regular Pulse, il utilise cette valeur comme valeur maximum et minimum d'une sinusoïde, c'est-à-dire une courbe, vous savez, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, en passant par 0, avec la fréquence que j'indique ici. Donc si j'augmente la fréquence à 1, il va aller plus vite. Si je diminue la fréquence à 0,1, je divise la vitesse par 10. Et le voilà parti. Voilà. Donc ça c'est une façon d'obtenir des animations, avec ici un exemple de tag qui est le Vibrate, qui est un tag qui est intéressant quand on veut, je sais pas, avoir des mouvements de caméra un petit peu comme si la caméra était portée à la main. On peut prendre une caméra, lui mettre un tag Vibrate, et la caméra, en réglant bien les paramètres, elle va bouger un petit peu à droite, à gauche, elle va tourner, comme si on la tenait à la main en tremblant un petit peu. Oui, alors excusez-moi, j'ai perdu le fil de mes pensées durant une demi-seconde parce que j'ai fait une petite liste. Donc là, on vient de voir un tag qui permet de créer des mouvements. Donc je vais supprimer ce tag.
Je vais remettre le cube, ses coordonnées là, rotation et translation 0. Il est au centre de la scène. Et puis, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est un tag, donc une fonction, qui d'une façon procédurale, c'est-à-dire une fonction qui va utiliser une procédure avec des paramètres pour animer l'objet ou le paramètre que l'on souhaite animer, la taille, le placement, la couleur, qui va l'animer dans le temps. Et c'est ce qu'on appelle du procédural. Donc, l'objet exécute une procédure avec des données qu'on lui donne. Il y a des types d'animation procédurale complètement différentes, puisqu'il ne s'agit pas forcément d'animer l'objet, mais d'animer par exemple une organisation d'objets. Le premier auquel on pense dans Cinema 4D, c'est le cloner. Si je crée un cloner ici, donc je vois des points apparaître. Je vois des petits points jaunes. Donc je sélectionne l'objet cloner et je vais dans Object pour éditer les paramètres de l'objet, du cloner. Et on a un tas de paramètres. Je veux cloner des choses sur un objet, enfin sur les points d'un objet en linéaire, c'est-à-dire en ligne. Et là, je peux indiquer le nombre avec un déplacement en Y. Je sais pas si... Non, on voit pas les petits points jaunes, c'est dommage. Enfin, peu importe. Je vais le mettre en radial. Avec un certain nombre, je vais augmenter le rayon. Maintenant, il va falloir lui dire, oui, mais... clone des objets, mais quoi? Bah, je prends le cube et je le glisse dans le cloner. Et voilà, le cloner est prêt. Le cloner est prêt à faire ce qui lui est dit d'une façon procédurale ici, par les paramètres indiqués là. J'y clone les objets d'une façon radiale, ça veut dire en cercle, ou sur une grille. Alors là, on les voit pas parce que le cube est trop gros, mais je peux diminuer la taille du cube à 50, 50, 50. Si je retourne sur le cloner, on voit qu'on a une grille. Et je veux 4 objets en X, j'en veux 2 en Y, et 4 en Z. Voilà. Et il a cloné les objets. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'animation spécifique, mais les paramètres de ce cloner, tous ceux qui ont des petits losanges, sont animables. Donc par exemple, la taille ici. Si je veux animer cette taille, je peux donc, je suis au début de mon animation, je peux créer une clé, en créer une autre ici, je change la valeur là, hop, et donc là j'ai deux fonctions d'animation cumulées. J'ai l'objet cloner qui d'une façon procédurale va cloner des objets, et on peut changer le nombre et on peut même animer le nombre d'objets clonés, et en plus on peut animer des paramètres de ce modificateur procédural qui duplique des objets d'une façon précise, avec des transformations en X, en Y, des rotations. Vous voyez ici, on manipule la rotation de chacun des objets, puisque c'est une fonction du cloner, et que je suis dans la fonction transform du cloner procédural. Si je vais dans les coordonnées du cloner, je peux faire pivoter tout le cloner. Donc bien faire attention quand on anime des choses. Est-ce qu'on est dans la partie procédurale de l'animateur, du modificateur, ou est-ce qu'on est dans les coordonnées de l'objet? Donc là, voilà. Il y a tout un tas de paramètres. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Voilà, un type d'animateur procédural qui permet, voilà, de transformer un objet avec une procédure en lui donnant, en faisant varier certaines valeurs. On peut en utiliser un autre si on prend vite fait, je sais pas, ici le shear, voilà, shear. Alors je vais juste changer la taille de ma box, je vais la remettre à 200, 200, 200 pour que ça remplisse un petit peu mieux. Je prends ce modificateur, je le mets dans le cube. Ce modificateur, il va faire bouger, enfin, il va animer mon cube comme ça en l'inclinant, et il va le faire avec
une certaine courbe si l'objet a suffisamment de définition. Pour qu'il ait suffisamment de définition pour avoir cette courbe, il faut que j'ai suffisamment de points. Donc je vais passer dans Display Grow Shading Lines. Je vais rajouter des nombres de segments ici en hauteur, en Y. Et maintenant, on voit que ce modificateur Shear, il plie l'objet avec une courbure qu'il arrive à obtenir parce qu'il y a suffisamment de points. Et si vous animez cette partie-là, ce strength, la force, si vous animez l'angle avec des clés ou avec une expression mathématique, vous allez obtenir une animation. Donc là, c'était les animes procédurales. Maintenant, il y a tout ce qui est simulation, où là, vous allez définir un environnement particulier et vous allez laisser, j'ai envie de dire en quelque sorte, des forces s'exercer. Je vais prendre un cube de 50 par 50 par 50. Je vais créer un plan que je vais agrandir un petit peu. Allez, je vais le mettre à 1000. Oups, 1000 et 1000 dans les paramètres objets. Et bah tiens, si je vais dupliquer ce cube, donc je clique sur le cube, contrôle, la touche contrôle, je le glisse en dessous, puis encore une fois, je vais prendre ce cube là, je vais le déplacer ici, ce cube là, je vais le déplacer là, voilà. On a 3 cubes qui sont au-dessus d'un plan. Maintenant, je vais pouvoir fabriquer, construire un système d'animation par simulation. C'est encore une fois du procédural, mais là, il y a différents paramètres de différents objets, de différents systèmes, qui rentrent en jeu les uns les autres. Qui rentrent en jeu les uns les autres, ça veut rien dire. Qui rentrent en jeu et qui vont interagir les uns les autres. Alors, si je tourne par exemple un petit peu, alors avec l'outil de rotation, je tourne un peu ce cube comme ça, je tourne l'autre là un petit peu au hasard, et l'autre ici un petit peu au hasard aussi. Donc, à partir de là, on va pouvoir créer, désigner des comportements. Si je veux faire en sorte que ces cubes tombent, parce qu'ils sont soumis à la gravité, ils ont un certain poids, une inclinaison, et qu'ils tombent et qu'éventuellement ils rebondissent sur ce plan, il va falloir, pour tous les objets, dire ce qu'ils sont censés faire. Et ça, on va le faire à travers deux choses. C'est quand on va dans l'édition Edit Project Settings, donc dans les réglages du projet, on a deux onglets importants qui sont Simulation et Bullet. Bullet, c'est un sous-type de simulation de l'onglet Simulation. Cet onglet-là concerne certains types de simulation dans certains contextes dans lesquels on a des paramètres qu'on va pouvoir régler. La simulation qui rentre dans le cadre général des paramètres du bullet sont des simulations plus simples que celles que l'on a ici. Donc je sais, c'est un petit peu confus. On va régler des paramètres, la gravité et tout, et puis on peut le faire à deux endroits éventuellement. Ça peut être très étrange. Si vous allez dans Simulation ici, dans le sous-onglet Scene, vous avez ici une gravité qui est de moins 981 cm. Alors l'unité en fait n'a rien à voir, n'a aucun intérêt. C'est 9,81 mètres secondes par seconde verticalement. Mais pour des simulations plus simples que celles que vous pouvez faire par exemple pour créer du feu, de la fumée, enfin des flammes, de la fumée ou autre, pour des simulations de corps qui interagissent entre eux, vous avez la section Bullet dans laquelle vous avez également un paramètre de gravité pour que les objets tombent. Là, ce paramètre est à 1000, c'est juste un paramètre par défaut. 1000, ça correspond à peu près à une gravité normale de 9,81 mètres secondes par seconde. Maintenant, il va falloir, parce que si on fait play, il se passe rien. Parce qu'en fait, on n'a pas dit aux objets s'ils étaient soumis à ces forces, comme la gravité, comme la collision, comme les frottements, le rebond. Donc,
Si je sélectionne tous mes cubes là, en appuyant sur CTRL, donc le premier, le deuxième, le troisième, que je vais dans l'onglet Tags, ici dans Bullet Tags, puisqu'on a l'onglet Simulation, qui permet de faire des simulations d'un type différent. On va dire la section simulation, c'est pour des simulations plus élaborées. Dans Bullet Tags, on a des simulations un peu plus simples, comme par exemple dire que ces cubes sont des rigid body, ce sont des corps rigides. Et ces corps rigides, maintenant que j'ai ajouté les tags, si je regarde dans le tag ici rigid body du premier cube, on a une section donc ici qui s'appelle Dynamics, Enabled. Est-ce que c'est activé ou pas? Si je désactive la section Dynamics, enfin la section de simulation dynamique du premier cube et que je fais Play, les deux autres cubes tombent et celui-ci ne bouge pas parce qu'il est désactivé. Je le réactive. On a tout un tas de paramètres, mais on verra ça, on verra ça dans des tutos dans lesquels je parlerai des différents types de simulation. Ensuite, là en bas, on a des paramètres qui sont intéressants et importants comme bounce, c'est le rebond. Friction, c'est la friction, comme en français. Collision noise, ça veut dire que quand un objet, par exemple une balle, rebondit avec un certain angle sur une surface, elle est censée rebondir avec un angle opposé. Mais là, on peut ajouter un petit noise, c'est-à-dire un petit côté aléatoire. Quand tu rebondis avec un angle qui est opposé, mais pas forcément exactement le même. Crée une petite variation de 0,5 degrés, enfin de 0,5%. Il manque une chose dans notre simu ici, c'est que quand je lance la simulation, maintenant mes cubes ils tombent parce qu'ils sont soumis à la gravité, que l'on a vu dans les préférences du projet, donc CTRL D, gravité. Si je la mets à 5000, vous allez voir que les objets vont tomber plus vite. Si je la mets à 500, les objets vont tomber 2 fois moins vite qu'à 1000. Enfin, avec une accélération 2 fois moins grande, ce qui n'est pas la même chose. Ils prennent un petit peu plus de temps pour arriver sur le plan. Je laisse la gravité à 500, mais moi je voudrais que ça rebondisse sur le plan. Donc je sélectionne le plan, clic droit, Bullet Tags, et ici je vais dire, alors je peux dire au plan que c'est un rigid body, comme ça il sera rigide et il va supporter les collisions avec les autres objets, mais en même temps je veux pas qu'il soit soumis à la gravité. Parce que si je lui dis, comme les autres, que c'est un rigid body, et que je lance la simulation, le plan va tomber avec les cubes. Donc, je vire ce tag. J'ai jamais regardé si on avait une fonction delete ici, remove from take. On peut même pas le supprimer avec un clic droit. Donc, je sélectionne ce tag. J'appuie sur la touche supprime pour le virer. Et ce que je veux, c'est pas un rigid body complet, c'est juste un collider. Et on a la fonction ici dans les bullet tags, on a le collider. Lui, il va servir uniquement de collision. Alors, le problème, c'est qu'il a été déplacé entre temps. Donc, je vais revenir sur ses coordonnées, je vais le remettre à 0 ici. Donc, maintenant, lui, il ne réagit que à la collision. Donc, si je relance ma simulation, que je fais play, voilà. Les cubes tombent sur le plan. Excusez-moi. Il tombe. Voilà. Il tourne un peu, le temps de se stabiliser. Maintenant, on a tout un tas de paramètres sur lesquels on peut travailler. Par exemple, sur ce premier cube, comme je vous le disais, bounce là, qui est à 5%. Si je mets un rebond bounce à 400%, je pense qu'on va le voir rebondir lui. Voilà, hop, hop, c'est trop. Je vais mettre 60% de rebond. Et ce cube-là, vous voyez, il rebondit. Alors, suivant l'angle sur lequel il arrive, il va rebondir plus ou moins fort. La friction également, sur les deux autres là.
je sélectionne les deux autres tags et que je mets une friction de 0, il risque de glisser. Voilà. On voit, lui, il glisse là. Voilà, il y a une force de travers. Friction de 0. Vu qu'il a fini par avoir un mouvement de côté et qu'il n'y a pas de friction, il continue à glisser sur la surface parce que la friction est nulle. Voilà. Donc là, on a un système semi-complexe de simulation avec différents objets qui ont différents paramètres qui interagissent. C'est ce que j'appelle les systèmes d'animation par simulation, où on essaye de simuler des comportements que l'on connaît. Après, on peut obtenir des choses plus ou moins réalistes en modifiant des paramètres quand, par exemple, quant à la masse. Là, il utilise une masse qui va dépendre du volume, où je peux dire que la densité de tel objet, elle est plus élevée, ou pas. Et alors là, on voit pas de modification, hein, c'est ce qu'on apprend à l'école. Hein. Quand des corps tombent, s'ils tombent, s'il n'y a pas d'air autour, s'il n'y a pas d'air pour les ralentir, une plume ou une bille en plomb vont tomber à la même vitesse, enfin avec la même accélération. Et vous avez donc tout un tas de paramètres que vous pouvez régler, et quand je dis un tas, c'est un tas. Différentes forces, des comportements mous. Et vous pouvez, quand vous faites une simulation qui est complexe, si vous faites play ici, le calcul peut prendre un certain temps, et si ça prend du temps, vous avez une section cache qui va vous permettre de pré-calculer la scène, d'enregistrer les mouvements, et comme ça, vous n'avez pas à attendre à chaque fois que vous avancez ou que vous reculez dans votre animation. Là, vous voyez, j'avance, mais si je recule, les cubes ne remontent pas, puisque la simulation n'est pas enregistrée en fait. Donc dans le cache, on va pouvoir enregistrer. Bon. Autre type d'animation par contrainte maintenant. Alors, je vais repartir d'une scène vierge. Je vais créer un cube, que je vais pousser un petit peu ici. Et puis je vais créer une petite sphère. Là, je change le rayon, voilà, ici. Et maintenant, je sélectionne ce cube, et là encore une fois, les contraintes, alors il y a différentes façons de le faire, que ce soit par des expressions mathématiques qu'on va voir après, automatique mais semi-procédural, ou que ce soit des contraintes directes. On peut utiliser certains tags, comme par exemple, donc si je sélectionne ce cube, clic droit, dans animation, ici on a un outil, un tag qui s'appelle target. Donc c'est une fonction que j'ajoute à ce cube, et cette fonction target permet d'orienter un objet par rapport à un autre. Donc quand je sélectionne ce tag, dans l'onglet basique, on peut activer ou désactiver ce tag, et dans l'onglet tag, il a besoin d'au moins un paramètre qui est le target object, c'est la cible. Si je prends la sphère et que je la glisse ici, je viens de dire au cube, oriente-toi vers la sphère. Et vous allez voir ce qui se passe quand je déplace la sphère. Le cube, parce qu'il a cette contrainte à travers ce tag, il va toujours s'orienter vers la sphère. Donc là, c'est un type d'animation secondaire en fait. Parce que ce qui va se passer ensuite, c'est que moi, dans ma scène, ce que je risque de faire, c'est d'animer ma sphère. Alors, peut-être que je vais animer les coordonnées de la sphère à la main, par exemple, en position Z, ici à 0. Et là, à l'image 100, je le déplace sur l'axe des Z, là, et je crée une clé. Donc, animation par keyframe, et l'animation de cette sphère, contrainte par l'animation procédurale de contrainte ici, de ce tag target appliqué au cube, qui lui dit, oriente-toi vers la sphère. Et puisque la sphère a été animée, le cube
bouge. Donc c'est une animation, alors c'est pour ça que je l'appelle par contrainte, c'est parce que c'est une animation qui est liée à une autre, on va dire. Voilà. Et on peut en aligner, enfin on peut en empiler plein pour faire des animations hyper complexes. Donc ça c'était une forme d'animation par contrainte, mais il en existe beaucoup d'autres. Et puis on va terminer par la sixième. Enfin, la sixième de ma liste, hein, mais il en existe d'autres, mais parmi les 6 les plus importantes, la sixième, ce sont les expressions, et notamment les expressions, ça relève plutôt des mathématiques. Je vais vous montrer ça. Alors, ne vous inquiétez pas, même si vous n'aimez pas les maths, ça va juste durer 1 minute. Vous vous rappelez peut-être des trucs du genre f de x égale x fois 2. C'est une fonction qui dit que si la valeur de x elle est de 2, le résultat c'est 2 fois 2. Si la valeur de x est de 3, le résultat c'est 3 fois 2. Donc pour l'exemple, on va prendre par exemple f de 2, ça fait 2 fois 2, c'est égal à 4. Maintenant si on prend f de 3, ça va être égal à 3 fois 2, et ça fait 6. Bon, pour le coup, là, c'est complètement rébarbatif. Maintenant, imaginez que c'est simplement un truc qui dit que la position en x d'un objet, qui est cette fonction, ça veut dire l'objet, alors, tiens, on va l'appeler cube, monsieur cube. Votre position en x est égale à l'instant de l'animation ou au numéro de l'image, qui va être soit time, soit frame. L'image, on va prendre le temps. C'est-à-dire qu'au temps 0, la position en x du cube, ou de la sphère, donc on va prendre la sphère, la position en x de la sphère, si elle bouge, notre sphère ici, d'ailleurs, je vais enlever ces clés d'animation ici en Z, et on va dire que la sphère se déplace, non pas en x, ce sera pas amusant, on va le faire en y. Donc, la position de la sphère en y, elle est égale au temps, c'est-à-dire l'instant de l'animation, là en bas, fois 2. Plus on avance dans le temps, plus la position en y va être élevée, puisque si le temps, et si je vais effacer ça, si on parle du temps au début de l'animation, le temps est égal à 0, le résultat, 0 fois 2, c'est 0, donc y va être égal à 0. Maintenant, si je regarde au temps time, au temps 10, le résultat, ce sera 20. Et au temps 20, la position en y, ce sera 2 fois 20, ce sera 40. Donc, quand le temps time, quand le temps augmente, qui passe de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 20, la valeur résultante 0, 20, 40, qui correspond à y, qui va correspondre à y, va augmenter. Et on a un outil qui est génial dans Cinema 4D pour faire ça, parce que c'est un outil qui permet de faire des mathématiques visuelles en fait. Et donc, oubliez ça. Maintenant, on va dire simplement, je voudrais déplacer cette sphère en y avec une fonction qui dépend du temps. Alors, on a toujours le cube qui suit la sphère grâce à son tag target. Et maintenant, dans la sphère, je vais faire un clic droit et je vais ajouter programming tags. Alors, on a un langage de programmation qui s'appelle Python, où là, vous allez vraiment écrire des maths, très bien, et des conditions. Dire, par exemple, si on est entre l'image temps et temps, alors la valeur de ça, c'est temps. Et on a ce système qui s'appelle Expresso,
que personnellement je trouve très bien parce que il permet même à ceux qui n'aiment pas les maths, malgré eux, d'en faire un peu et de les réconcilier avec sans doute les mathématiques. Et puis, c'est vraiment un outil qui permet d'approfondir les choses. Alors, quand j'ouvre, quand je mets ce tag sur la sphère, j'ai une fenêtre Expresso Editor qui s'ouvre et elle est vide. Donc on va commencer par mettre à l'intérieur l'objet qui nous intéresse. Moi je veux modifier la position de ma sphère sur l'axe Y. Donc, je prends la sphère, je la glisse là, et j'ai ma sphère. Et pour essayer de comprendre ce que l'on voit là, on a notre objet sphère. Ce qui se passe à gauche du côté bleu, ce sont des paramètres d'entrée, et ce qui se passe à gauche du côté rouge, ce sont des paramètres de sortie. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre dans un instant. Si je clique sur la sphère et que je vais dans Coordinates, dans la section Transforms, j'ai la position en X, la position en Y, la position en Z. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que je peux déplacer ça directement ici? Non. Dommage. Est-ce que je peux déplacer les positions directement ici? Non. Bon. En fait, c'est ici que ça se passe. La sphère, telle qu'on la voit là, sa taille, sa forme et sa position, est définie par des paramètres d'entrée qui actuellement ne sont pas visualisés, ne sont pas affichés. Donc, il suffit de cliquer sur la partie bleue, là, à gauche, d'aller par exemple dans les coordonnées, Coordinates, Transform, Position, Position Y. C'est exactement la hiérarchie que l'on a ici. Sphère, ici dans les attributs Coordinates, ici dans l'onglet Transform, dans la partie P, le P c'est le résumé de Position, point X ou point Y. Donc ici, si vous cliquez sur le côté gauche en entrée, Coordinates, Transform, Position, point Y. Et là, si j'agrandis cette zone, voilà le paramètre d'entrée. Le paramètre d'entrée, il est maintenant, c'est comme ça qu'on le dit, il est exposé. Voilà comment on expose les paramètres d'un objet dans Expresso ou ailleurs. Maintenant que cette position en Y est exposée, j'aimerais la relier à une fonction que je vais définir. Alors, je peux essayer de cliquer sur ce petit rond pour la relier à quelque chose, mais il se passe rien. Il faut que je crée une chose, il faut que je crée une valeur. Alors, je vais pas créer une valeur à partir de rien. Je vais faire comme la formule que l'on a vue précédemment. Et ici à gauche, on a des opérateurs de base. Et on peut ouvrir et on a un tas d'opérateurs de base. C'est-à-dire que on a énormément de valeurs sources. Alors, soit vous allez les chercher ici, soit vous faites un clic droit. Vous avez tout ici, mais tout est réparti dans des sous-menus. Ok? Donc, je peux faire ici un clic droit, New Node. Je vais créer un nouveau nœud, c'est-à-dire un nouvel objet. Dans cette vue, Expresso, General. Ah, on le voit pas. Il faut que je monte la fenêtre. Clic droit. Un nouveau nœud, Expresso, Général. Et là, on a le time. Le time qui vient de se créer, il expose une valeur qui est time. Et time correspond au temps dans l'animation, telle qu'elle avance ici. Mais c'est son temps en secondes. Je peux prendre le temps en secondes et dire, tiens, tu sais quoi, la position en Y de la sphère, c'est le temps de l'animation en secondes. Donc si je relie les deux, excusez-moi, comme je viens de le faire, donc j'ai cliqué là, sortie, je sors de time avec le temps, je vais dans la position Y, et maintenant, si j'avance dans le temps, tiens, on la voit, elle bouge un tout petit peu. Parce que le problème, c'est que notre sphère est assez grosse. Et là, eh ben, on va regarder précisément les modifications qui sont opérées.
Et vous voyez cette petite icône là où avant on avait un losange. Là on a une petite forme géométrique avec un triangle à gauche creux. Ça veut dire que cette valeur y est pilotée par une expression de Expresso. Et si vous regardez bien, à 0, la valeur en y est à 0. Et si j'avance dans le temps et que je vais à l'image 100, on va aller à l'image 100, on est à 4 cm. Tiens, c'est bizarre. On est au temps 100, on a dit la position en Y est égale au temps, et le résultat c'est 4. C'est simplement parce que par défaut, le temps ici, il est exprimé en secondes. Et dans les préférences CTRL-D, Project, dans les préférences de mon projet, dans Time, mon projet, il est à 25 images par seconde. Donc 100, ça veut dire 25. 100, ça veut dire 4 fois 25 images, donc 4 secondes. Donc, à l'image 100, les coordonnées en Y de ma sphère sont de 4, puisqu'on a converti les 4 secondes en 4 centimètres. Parce que c'est l'unité avec laquelle je travaille dans mon projet. Excusez-moi, c'est dans les préférences. Unité, ici on travaille en centimètres. Donc, il convertit les 4 secondes en 4 centimètres. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut exposer d'autres informations sur le temps. Par exemple, si je préfère travailler en... excusez-moi, si je préfère travailler en frame, en image, alors, de ce qui sort de cette information temps, la partie rouge à droite, si je clique sur cette partie rouge, j'ai frame ici. Maintenant, j'expose les deux valeurs qui sont le temps en secondes ou le numéro de l'image. Alors, si j'utilise le numéro de l'image à la place, pour la position Y de ma sphère, eh ben, vous allez voir qu'elle se déplace beaucoup plus vite en centimètres, parce que le nombre d'images augmente plus vite que le nombre de secondes. Là, à 25 images, ça me convertit la position de la sphère en Y, ici, coordonnée Y, à 25 centimètres, alors qu'à l'image 25, on n'est qu'à 1 seconde, donc si j'utilise le temps, la position en Y de ma sphère, elle est de 1 cm à l'image 25. Si j'utilise les images, ça va juste 25 fois plus vite. Faites attention quand même avec les expressions, parce que ici, l'image 25 ne correspondra plus au même temps si dans les paramètres de mon projet Edit Project Settings, si je lui dis que j'ai 25 images à la seconde et que j'utilise les frames, le mouvement va doubler en vitesse, puisque à l'image 50, je vais être à la seconde 1, mais j'aurai déjà 50 frames. Donc 50 images. Donc on peut lier ça, voilà, et la sphère, en fait, elle fait quoi? Elle se déplace sur son axe Y dans le temps, et le nombre de centimètres correspond au numéro de l'image. Alors, si je pars du principe que je préfère utiliser le temps, parce que le temps, lui, il est invariable, quel que soit le nombre d'images secondes de mon projet, je vais utiliser le temps. Le problème, c'est que si je trouve que ça va pas assez vite, il va falloir que je multiplie le temps par une valeur pour que ça aille plus vite. Et on a tout un tas d'opérateurs, et quand je vous dis un tas, c'est un tas, c'est vraiment, donc là on est dans les opérateurs système, là on a des presets, c'est-à-dire des réglages de base, et bon, soit on regarde dans la liste ici, mais j'avoue que j'ai pas trop calculate, peut-être on va aller dans calculate, est-ce qu'on a un multiplicateur?
Je suis moins habitué, j'ai plus l'habitude de faire un clic droit, New Node, Expresso, Calculate, on peut rentrer une formule de maths, on peut rentrer une valeur très simple de multiplication. Alors ici par exemple dans Calculate on va utiliser maths. Je suis désolé, c'est avoir l'impression de faire des maths. Je veux multiplier le temps par une valeur pour que ça aille plus vite avant que ça aille dans la position Y de la sphère. Donc je sélectionne maths ici et dans les paramètres de cet opérateur, on appelle ça un opérateur mathématique, je choisis le type de valeur, donc un nombre entier, un nombre réel, ça veut dire un nombre à virgule, une normale, alors ça c'est un vecteur, ça aussi c'est un vecteur, bon des matrix, des strings, on peut travailler sur des chaînes de caractères, des couleurs, etc. On va travailler avec un nombre réel, et la fonction, c'est pas une addition, moi je veux une multiplication, et on a deux entrées, on a l'entrée 1 et l'entrée 2, qui sont exposées ici, parce que quand on fait une multiplication, les multiplications on les fait une par une valeur multipliée par une autre. Donc je vais prendre le temps que je rentre dans le input 1, là, la valeur numéro 1, et vous voyez que input entre crochets 1 a disparu des paramètres là, des paramètres de mon multiplicateur. Maintenant j'ai l'entrée numéro 2. Alors ce que je peux faire c'est rentrer une valeur à la main. Je veux le multiplier par 10. Et le résultat, je l'envoie dans la position Y de la sphère. Et maintenant, si je fais play, se déplace un peu plus vite. Mais si je multiplie le temps en secondes par 100, et que je l'envoie dans Y, et que je joue mon animation, la sphère monte plus vite. Si je multiplie par 500, elle va aller encore plus vite. Voilà. Et comme vous le voyez, le cube est toujours sous-contrôlé avec son tag target. Il continue de faire face à cet objet qui est modifié par une expression. Excusez-moi. Alors, vite fait, justement pour vous montrer à quel point ça n'est pas forcément rébarbatif, imaginez que je prenne le temps et que je le passe par une fonction trigonométrique comme... une fonction de maths trigonométrique comme une sinusoïde. Vous savez, une sinusoïde, c'est une courbe qui va de gauche à droite et puis qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, comme des montagnes russes. Donc je prends une fonction trigonométrique, donc clic droit, New Node, Expresso, Calculate. Excusez-moi, il faut que je mette la fenêtre en haut pour que vous voyez. New Node, Expresso, Calculate. En bas, on a trigonométrique. Donc ça me crée un objet, un nœud de calcul trigonométrique. Ici, je peux sélectionner la fonction trigonométrique. Je vais prendre par exemple le sinus. Je rentre le temps dans le sinus. Je sors le résultat parce que le résultat va osciller entre moins 1 et plus 1. Je le rentre dans ce multiplicateur qui va me le multiplier donc alors pas par 500 mais je vais mettre 100. Et maintenant si je lance mon animation, si je fais play, la sphère monte, descend, monte, descend. Alors elle monte et elle descend à la vitesse du time qui est envoyé ici. Si je veux que ça monte et que ça descende plus vite, il me faut un autre multiplicateur que je vais insérer ici. Alors, pour faire plus simple, je vais appuyer sur CTRL, je vais prendre celui-là. Attendez, non, oui. J'appuie sur CTRL, je prends celui-là, je le déplace. En voilà un nouveau. Maintenant, le temps, je le rentre dans cette valeur-là. Le résultat sort ici. Je clique sur ce multiply. Je vais lui dire de multiplier le temps par 10, comme ça, ça va bouger 10 fois plus vite. Et ce qui est génial en utilisant ce type d'animation, c'est que j'ai créé une animation paramétrique avec des expressions qui sont un enchaînement de formules mathématiques. Et ici, je peux par exemple d'un coup augmenter l'amplitude pour que ça bouge de 200 ou pour que ça bouge jusqu'à 300 minimum,
maximum. Et là où ça devient vraiment génial, c'est que même ce paramètre peut être animé par une expression ou animé avec une clé. C'est-à-dire que si je veux qu'au début de l'animation, le mouvement en amplitude soit nul, je mets 0, je crée une clé, et puis je vais venir à l'image 300, et je vais lui dire, à l'image 300, le mouvement, il est de 500. Et je crée une clé. Et cette valeur va augmenter toute seule, et en traversant la formule mathématique, j'obtiendrai la position en Y de ma sphère, qui va osciller en augmentant dans la distance. Et on peut faire la même chose avec le facteur multiplicateur de la vitesse qui se trouve ici. Lui, je vais dire, au début, tu es à 10, et puis à partir de l'image 200, enfin, tu es à 10 jusqu'à l'image 180, donc je crée une nouvelle clé, et entre 180 et 280, le facteur multiplicateur, je vais le descendre à 2, ce qui va faire que ça va ralentir. Hop, l'amplitude reste la même. Et, ah, j'ai raté un truc. Je suis encore à 10. 10, je suis désolé, j'ai pas enregistré les clés là. 180. Si, j'ai une clé à 10. Et, ah, j'ai pas enregistré la dernière clé là. À 300. Je dis, tu descends à 2. J'enregistre la clé. Donc, la vitesse, c'est la même, l'amplitude augmente, et ensuite, la vitesse, hop, elle diminue. Et tout ça en alignant quelques formules simples. J'ajoute, je multiplie, je pars d'une base qui évolue, qui est le temps. Je passe par une fonction trigonométrique, je la multiplie, je l'affecte en Y. Et maintenant, si je veux, dans ma sphère, affecter également une autre propriété, donc ici à l'entrée de la sphère en bleu, propriété de coordonnées, transforme, la rotation par exemple H, si je prends la même valeur que j'envoie là, ah oui, c'est une sphère, donc on va pas la voir tourner sur elle-même. Par contre, ce que je peux faire dans l'objet sphère, c'est diminuer le nombre de segments, augmenter un petit peu le rayon, comme ça on obtient, voilà, on obtient une espèce de, je sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment un losange puisque c'est un volume, mais c'est un icosamèdre à 8 faces, et sa rotation, vous la voyez, elle change, ça accélère, sa rotation ralentit. Enfin bref, voilà, vous comprenez bien la puissance. Voilà, ça fait 1 heure. Donc on a vu les keyframes, les animations par clé. On a vu des tags relativement simples et accessibles comme vibrate pour faire bouger un objet un petit peu dans tous les sens avec un côté un petit peu aléatoire. Il en existe plein d'autres. On a vu les fonctions procédurales comme le MoGraph cloner qui permet de multiplier des objets. On a vu les systèmes d'animation par solide, est-ce que je l'ai gardé? Oui, par simulation, où là on a des cubes qui rebondissent sur un plan. On a vu les contraintes, c'est-à-dire que le cube là, quelle que soit la position de l'objet qui est animé par une expression, il continue à lui faire face. Et on a vu les expressions à travers Xpresso. Bon, je suppose que oui, ça a dû être un peu difficile pour vous, mais maintenant que vous savez que ça existe, un jour ou l'autre, quand vous allez avoir une animation un petit peu plus complexe ou un petit peu plus cyclique ou quoi à faire, vous allez vous dire, peut-être que c'est l'occasion d'utiliser une expression, d'utiliser le tag Xpresso pour piloter une valeur. Dans Xpresso, on peut piloter plein de valeurs dans toute la scène. On peut, par exemple, modifier l'intensité d'une lumière par rapport à la taille d'un cube. Voilà. Alors, ça peut paraître stupide, mais parfois,
si vous faites une simple animation avec un truc, une ampoule, si vous voulez vous amuser à faire grossir l'ampoule et qu'en même temps la quantité de lumière augmente, eh ben vous pouvez le faire avec Xpresso. C'est assez simple, il suffit de mettre le nez dedans, de voir tous les paramètres qu'on a que l'on peut faire rentrer dans les objets et tous les paramètres qui peuvent sortir d'un objet pour aller dans un autre. Je sais que c'était un petit peu hard, mais il fallait en passer par là. Et puis en même temps, oups, micro, en même temps, on parle de motion design, oui ou non. Et le motion design, dans la créativité du motion design, il y a un petit peu de ça. Il y a cette mécanique qui fait que c'est des procédures, c'est des choses qu'on met en place avec des logiques plus ou moins complexes qui vont animer les choses. Merci d'être resté jusqu'au bout. Likez, dislikez, commentez, posez des questions. As usual, à très vite pour la suite.